Elle a coché d'autres cases pendant ce Roland-Garros, donc elle fait un triplé. C'est la troisième joueuse seulement à remporter 3 fois de suite Roland-Garros. On va voir la stat qui s'affiche avec Monica Seles et Justine Henin. Donc elle rejoint le club très fermé de ces championnes-là. Pas la meilleure coupe de cheveux de Monica Seles. Hein, pas forcément hyper bien mise en valeur. C'est son 4e Roland-Garros à 23 ans et 9 jours. Elle est la plus jeune joueuse de l'Air Open à atteindre les 4 titres porte d'Auteuil. On se dit qu'avec ce genre de performance à seulement 23 ans, elle va peut-être nous faire 14. une carrière à la Nadal. Alors peut-être pas 14, mais c'est quand même phénoménal à cet âge-là. Notre collègue et éminent collègue Laurent Verne disait quelque chose de très pertinent sur ces projections dans l'avenir. C'est que pour faire comme Nadal, il faut non seulement avoir le type de domination de Swiatek sur les autres, mais tenir dans le temps, avoir la motivation, avoir le physique sur 15 ans. C'est pour l'instant bien prématuré, évidemment, d'y penser. Par contre, je pense que le record féminin détenu par Chris Evert, 7 titres, est en danger. Celui-là, en tout cas, il est atteignable. Il est atteignable. Celui de Nadal, on verra plus tard. Mais je pense que ça ne sera jamais atteint. Mais une petite tristesse quand même quand on voit ce tableau, parce que Monica Seles, ce n'est pas de façon naturelle qu'elle a vu cette série stoppée. Elle aurait pu en gagner, je pense, beaucoup plus. On sait tous qu'elle a été agressée, coup de couteau, etc. Et qu'elle a quand même réussi à regagner en grand chelem après, ce qui est fabuleux. Mais c'est une des histoires les plus tristes dans l'histoire du tennis, parce que Monica Seles, je pense qu'elle était partie pour une domination incroyable. Elle était passée au-dessus de Steffi Graf. Donc, on ne saura jamais. Mais c'était vraiment quelque chose de terrible. C'est pour ça qu'il faut rester prudent quand on dit jusqu'où peuvent-ils aller ces joueurs et ces joueuses. En tout cas, Osaka a vraiment fait exception parce que ensuite, Swiatek a lâché 3 jeux en finale, donc 6-2, 6-1. Elle a perdu que 17 jeux au total en 5 matchs. C'est le même total cumulé lors de son 2e tour, donc face à la japonaise. C'est la seule qui aura été en mesure de la battre. Alors, on aurait aimé peut-être voir une finale face à Aryna Sabalenka. C'était ce qui était peut-être attendu. Moi, je pense que la finale la plus indécise qu'il y aurait pu y avoir, c'était contre Rybakina. Parce qu'elle avait peur, enfin, à mon avis, elle la craint. Je ne sais pas si elle a peur, mais en tout cas, elle la craint un peu. Les confrontations ne vont pas dans son sens, et y compris sur terre battue. Si on avait eu cette finale, mais avec des si, c'est toujours pareil. Rybakina, c'est une joueuse fantastique, mais en grand chelem, depuis son titre à Wimbledon, elle a quand même du mal à confirmer. Elle a eu cette finale en Australie, en effet, mais elle a beaucoup de pépins de santé, beaucoup de soucis à ce niveau-là. Elle a expliqué que dans son quart de finale contre Paolini, où donc elle a finalement perdu, elle avait fait 48 fautes directes. Elle avait dit qu'elle avait plus de jambes. Pourquoi ? Parce qu'avant le tournoi, elle avait eu un gros virus qui l'avait empêché de jouer Rome. Elle est souvent malade. Elle est souvent malade. Et donc ça, Swiatek, elle n'en est pas responsable. Elles n'étaient pas là, Sabalenka et Rybakina. Elles étaient en quart de finale. Elles sont tombées toutes les deux, l'une pour cause de maladie, l'autre parce qu'elle n'avait plus les jambes à cause d'une maladie précédente. Voilà. Sabalenka, c'est dommage parce qu'effectivement, c'est vraiment un coup du sort. Malade le jour du match. Bien malade. Donc, je pense que sinon, elle se hissait en finale et qu'on avait la finale finalement de rêve. Pour moi, je pense que la finale de rêve, c'était Swiatek-Sabalenka. Aussi parce qu'il s'est remis à faire beau quand même un peu plus en 2e semaine. Le jour de la finale, il faisait beau. Donc, on avait une terre battue plus rapide. Et une Sabalenka, avec la force de frappe qu'elle a, la puissance qu'elle a et une terre battue rapide, c'est quelque chose qui pouvait quand même contrarier Swiatek, qui n'aime pas trop être sur le reculoir et qui aurait pu être agressé derrière sa seconde balle, qui aurait été bien sûr en difficulté aussi au niveau du retour face à l'énorme service de la Biélorusse. Donc c'est dommage, il y aurait eu match, certainement. Peut-être que la Polonaise aurait gagné, mais il y aurait eu match. Là, avant la finale, je pense que, on parlait avec Maxime en sortant vers donc 1h30 du matin de Roland-Garros dimanche soir, des finales de Nadal qui étaient à sens unique. En revenant sur celle de Swiatek, il y avait eu le fameux Nadal-Ferrer en 2013 où on dit toujours un match n'est jamais joué d'avance, mais là, si, c'était joué d'avance en fait. Et là, c'était un peu pareil, Swiatek-Paolini, il y a eu 3 jeux. Il y a eu 3 jeux dans cette finale et le reste. Les 3 premiers. Elle a tenu jusqu'à 2-2. Et... C'était la première à breaker, ironiquement, Paolini. Elle a pris le service de Swiatek et puis c'était fini après. Elle s'est fâchée, Iga. Elle s'est fâchée et elle risque de continuer à se fâcher un petit moment sur terre battue. Il va falloir enchaîner pour elle maintenant sur une surface qui est la plus difficile pour elle, le gazon, sur laquelle elle n'y arrive pas. Et là, ça, c'est un vrai objectif de carrière, notamment réussir ce fameux doublé Roland-Garros-Wimbledon qui est le plus difficile à faire puisque ces 2 grands chelems se concentrent sur une durée très courte.